Salut à tous et bienvenue à nouveau pour une preview du Codex Adeptus Custodes. Donc lui il est particulièrement intéressant parce que c'est un codex totalement nouveau dont on n'avait jamais eu le droit avant la V8. Donc à tout seigneur, tout honneur, je vais consacrer en fait deux vidéos donc sur ce codex là. Une première vidéo, donc j'ai choisi de commencer par les règles, parce qu'à mon avis c'est celle que vous attendez peut-être le plus, en tout cas le plus rapidement. Donc une première vidéo consacrée uniquement aux règles, et puis après, pour se faire plaisir, et comme je sais que vous aimez beaucoup le fluff, on va partir sur une deuxième vidéo consacrée exclusivement au fluff. Oui, je sais bien que c'est assez frustrant de ne pas voir toutes ces premières pages, mais justement comme ça va vous donner envie de voir la prochaine vidéo, et on attaque directement avec les règles spéciales de l'armée. Alors, la règle spéciale c'est Égide de l'Empereur, et qu'est-ce qu'on a? On a simplement les figurines avec cette aptitude ont une sauvegarde invulnérable de 5+. Ça veut dire que l'ensemble de l'armée a simplement une sauvegarde invulnérable de 5+, et vous verrez que ça va être amélioré par le fait que si vous jouez une armée réglementaire, vous allez avoir un bonus de +1 sur vos jets de sauvegarde invulnérable, donc automatiquement ça veut dire que toute l'armée va avoir une 4+ invulnérable. Donc comme on va le voir aussi, toute l'armée est assez résistante, ça on va le voir dans les règles, mais vous allez voir que les profils sont assez standards. De toute façon on va retrouver un petit peu la même chose. Alors pour terminer ici, en outre, donc jetez un des 6 chaque fois qu'une figurine avec cette aptitude subit une blessure mortelle en phase psychique. Sur 6, cette blessure mortelle est ignorée. Voilà, ça vous donne une petite défense. Alors c'est une petite défense, ça va pas changer la donne, mais ça permet quand même de sauver si vous avez un petit Smith qui passe par là, qui est un petit peu trop embêtant, ça peut quand même faire le boulot. Alors, tout seigneur, tout honneur, encore une fois, le plus grand héros de l'humanité quasiment, le capitaine général Trajan Valoris. Alors, ses stats, vous voyez, ça va être assez standard pour du Custodes. Mouvement 6, CC, CT 2+, ça vous allez le retrouver tout le temps. Force 5, endurance 5, pareil. Point de vie 7, donc c'est un tout petit peu mieux, on peut le comparer déjà pour gagner un peu de temps avec un Shield Captain classique, qui lui va avoir uniquement 6 points de vie. Attaque 5, là aussi, attaque 5. Commandement 10, donc la plus haute valeur possible, et puis après, sauvegarde 2+. Alors ce qu'on va retrouver toujours chez les Custodes, c'est le mouvement, CC, CT, force, endurance, et puis après la sauvegarde. Donc ce qui va changer évidemment, c'est le nombre de points de vie, le nombre d'attaques, mais on va toujours avoir cette force 5 et cette endurance 5 qui vont causer, qui vont bien embêter l'adversaire, parce que tout de suite c'est un seuil de plus. On a souvent le jeu qui est calqué sur l'endurance typique de 4, donc ce qui veut dire que des armes anti-personnelles de base, comme un bolter simplement, et déjà là ça va vous blesser sur un 5+. Et entre un 5+ et un 4+, c'est pas la même. Alors ses armes, il a la hache du guetteur, on peut imaginer que c'est la meilleure arme de tout le chapitre. Alors 24 pouces, tir rapide, force 5, PA -1 et dommage 2. Donc c'est plutôt pas mal, parce que c'est une arme de tir. Alors ça va pas changer encore une fois la partie, là on est sur une petite arme de fusillade. Bon, après à 12 pouces vous allez pouvoir faire 2 tirs. Les dommages 2, ça c'est intéressant, bon, sorti de là, c'est pas pour ça qu'on va le jouer. Alors, Miséricordia, vous allez voir, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver quasiment sur toutes les figurines, ou la plupart des figurines peuvent l'avoir, en fait, c'est cette arme-là, en fait, cette sorte de petite épée. Je vous dis petit, mais ça se trouve à l'échelle d'un Custodes, ça serait immense pour nous. Alors, arme de mêlée, bien évidemment, force utilisateur, PA -2, ce qui est quand même pas mal, dommage 1, et à chaque fois vous allez retrouver cette capacité-là. Chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme, à moins d'être équipé d'un bouclier Storm. C'est-à-dire que le bouclier Storm va venir en fait prendre la place de la Miséricordia. Et ensuite, donc la hache du guetteur, donc bien sûr, attaque de mêlée, force x2, donc comme on a force 5, ça vous fait du force 10, et là, force 10, ça rigole plus, PA -3, c'est pas mal, dommage D3. Alors les dommages, il y a un petit peu de hasard, on aurait bien aimé une valeur fixe, à 3 dommages par exemple, bon après ça aurait peut-être été un petit peu trop puissant, là vous avez toujours un petit peu le hasard pour l'adversaire, qui puisse s'en sortir un petit peu. Il n'y a pas de, contrairement à tout ce qui est gantelet ou ce genre de choses, il n'y a pas de malus pour toucher, donc ça veut dire que vous allez toujours toucher sur un 2+, donc ça vous fait sur du 2+, force 10, la plupart du temps ça va être du 2+, même des véhicules, un véhicule endurance 8, ça vous fait quand même du 3+, ce qui est pas mal, -3 à la sauvegarde, et pas mal de monde qui va y passer.
5 attaques plus une petite attaque de miséricorde. Donc voilà, après on va voir ses capacités. Donc Égide de l'Empereur, ça c'est ce qu'on va retrouver tout le temps, c'est-à-dire la 5 plus invulnérable, et puis le 6 pour éviter les blessures mortelles en phase psychique. Alors Trajan Valoris a une sauvegarde invulnérable de 3+, d'accord. Donc commandant légendaire, vous pouvez relancer les jets de touche de blessure de 1 pour les unités Adeptus Custodes amis à 6 pouces ou moins de Trajan Valoris. Voilà. Donc ça, vous avez l'habitude maintenant, c'est ce qu'on va retrouver à chaque fois. Bon, là l'avantage c'est que c'est les jets de touche et de blessure, hein, alors que sur un capitaine, ça va être uniquement les jets de touche de 1. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis après, donc sa petite règle spéciale, ça vous avez dû la voir sur Warhammer Community. Ça c'est un site que je vous encourage aussi à aller voir assez régulièrement, parce qu'il y a de bonnes choses hein, dessus. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est pas en français malheureusement. Mais bon, pour ce qui est les stats, hein, puis l'anglais un petit peu technique comme ça, c'est assez facile à lire. Donc vous avez le choix une fois par bataille. Donc vous pouvez soit récupérer des 3 points de vie perdus, donc il y a des petites restrictions. On ne peut pas accomplir cette action pendant une attaque, ou si Trajan Valoris est tué, bien évidemment, donc il faut le faire avant. Et à la fin de la phase de combat, engager et attaquer avec Trajan Valoris une fois supplémentaire. Donc ça c'est plutôt pas mal, quand on voit justement les dommages qu'il peut mettre. Même si des fois on peut être un petit peu juste pour taper un gros patron adverse ou ce genre de choses, ou même un véhicule, et ben, il y a toujours cette capacité-là pour changer un petit peu la donne et nettoyer le champ de bataille, ou alors s'attaquer à une autre unité. Parce que vous voyez, il y a un engagement, hein, donc l'engagement, je vous rappelle, c'est 3 pouces. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et après, on peut récupérer jusqu'à des 3 points de commandement dépensés lorsqu'on utilise un stratagème ami. Donc ça, j'imagine qu'on va peut-être pas forcément l'utiliser le plus souvent. Quoique, a priori, si je dis pas de bêtises, ça va être l'une des seules façons qu'on a, si on joue purement Custodes, de récupérer en fait des points de commandement. Ça, on a vu apparaître hein, dans les codex assez récemment, des capacités qui vous permettent de régénérer des points de commandement. Et là, malheureusement, dans l'armée, il n'y a pas de reliques, il n'y a pas de choses qui le permettent, hormis justement cette capacité. Donc, à voir. On va revoir après avec les stratagèmes qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. À voir. Bon, après, évidemment, le plus basique, on récupère les points de vie perdus pour pas que son super perso meure. À mon avis, c'est ce qui sera peut-être le plus facilement utilisable et le plus commun à utiliser. Alors, le Shield Captain. Donc, on voit hein, la petite différence. Moins de points de vie, moins de commandement. Alors, un Shield Captain, une figurine individuelle armée d'une lance de gardien. Alors, la lance de gardien, sa capacité en tir, portée 24, tir rapide 1, force 4, PA-1 et dommage 2. Ça, c'est pas mal. Dommage 2, ça peut faire une petite différence, hein, parce que comme il n'y a pas forcément des figurines, vous allez souvent être en infériorité numérique, voire toujours. Là, on est vraiment sur une armée d'élite, hein, où il n'y a pas grand-chose, très peu de figurines. Et ben, le fait que un tir qui passe cause 2 dommages, ça peut être sympa, justement, pour faire un petit peu de saturation sur des figurines à plusieurs points de vie, des personnages ennemis, encore une fois, ou alors sur, je sais pas, tout ce qui peut être unité un petit peu embêtante avec plusieurs points de vie. Donc ça c'est en phase de tir, et après la même chose peut être utilisée donc en corps à corps, on va le voir directement. Donc lance de gardien en corps à corps, force plus 1, donc force 6, PA-3 et dommage D3, là aussi. Donc on n'a pas la force plus 2 de Valoris, mais c'est quand même pas mal, hein, parce que force 6, bon, c'est pas le force 7 qui va bien, parce que là on peut commencer à toucher même aux petits véhicules, des choses comme ça. Mais force 6, il y a quand même de bonnes chances de faire des dommages. Voilà. Alors, ce qu'on peut avoir, évidemment, on peut remplacer ça par une lame de sentinelle. Après, je redétaillerai plus hein, les lames de sentinelle, les lances de gardien, parce que ça va être le même profil toujours. Donc, je vous le détaille une fois, et puis après on passera un peu plus. Donc, la lame de sentinelle, donc ça, c'est l'épée, hein, vous savez, l'épée qu'on peut voir un petit peu ici en flou. Alors, au tir, portée 12 pouces, pistolet 2, force 4, PA 0, dommage 1. Voilà. Donc c'est pas pour ça qu'on va le prendre, hein. Ça c'est sûr que ça va être... bon, l'avantage c'est que vous le faites quand même au corps à corps. Maintenant il n'y a pas de PA, il n'y a qu'un seul dommage. On va préférer la lance de gardien. Par contre l'avantage souvent c'est que quand vous avez une lame de sentinelle, bon déjà ça coûte un petit peu moins cher en points, et souvent c'est que vous accompagnez ça en fait d'un bouclier. Comment il s'appelle? Un bouclier Storm. Donc le bouclier Storm tout simplement, sauvegarde invulnérable de 3+, que ce soit au corps à corps, au tir... Donc c'est un choix à faire à chaque fois, ça va être, on va sacrifier un petit peu de capacité de percussion on va dire sur le tir,
Et puis par contre, on va quand même avoir une bonne endurance, un endurance 5, même le point de vie, et puis toujours cette capacité, là, l'invulnérable à 3+. Alors ça va dépendre contre qui vous allez jouer, évidemment. Hein. Si vous jouez contre des orques, hein, on va préférer utiliser toujours la 2+, hein, parce que les orques n'ont pas beaucoup d'armes à PA, enfin, on voit pas forcément beaucoup. Bon bah voilà, à vous de voir. Si vous savez déjà contre qui vous allez jouer, si vous avez le potentiel de choisir dans vos unités, à vous de voir. Après, comme on peut supposer que c'est une armée qui sera vraiment en infériorité numérique, chaque perte va être importante, donc on peut se dire, je vais essayer de la jouer en maximum en défense et en résistance, et je vais du coup sacrifier un petit peu de puissance de tir pour pouvoir toujours avoir une meilleure sauvegarde et essayer de sauvegarder mes persos le plus longtemps possible. Alors ensuite, la mise au cardier, on la retrouve. Qu'est-ce qu'on va avoir à nouveau? On va avoir donc, on a vu la hache, on a vu la lame de sentinelle, on va voir la lance de gardien. La lance de gardien, donc même chose que la hache au niveau du tir. Par contre, la hache, donc là c'était force plus 3, PA-2, dommage D3, alors que la lance, c'est force plus 1, PA-3 et dommage D3. Donc pour sacrifier en fait de la force, vous gagnez une petite pénétration d'armure en plus. Alors honnêtement, moi je pense que je m'orienterais plutôt vers la hache. Pourquoi? Parce que force 5 plus 3 ça fait 8. 8, vous le savez, c'est le seuil fatidique. Ça commence à changer pas mal de choses. C'est sur du 2+ pour tout ce qui est endurance 4. Je préfère ça, je préfère assurer mes jets pour blesser au final. Et puis avoir plus de chances de blesser des véhicules ou ce genre de choses. Parce que vous verrez que si vous jouez une armée purement constituée de custodes, les véhicules, ça va être coton, hein. Il n'y a pas beaucoup de capacité justement à détruire ces véhicules, donc une petite hache par-ci par-là, à mon avis, ça peut être pas mal. Donc après, hein, bon, tout le reste on a déjà vu, hein, donc voilà, combattant galvanisant, ça c'est commun à tout ce qui est capitaine et ce genre de choses. Donc voilà. Ensuite, le Shield Captain, mais en armure à la russe, donc l'armure Terminator à la russe. Alors je vais vous faire un petit peu tout de suite les différences. Au niveau des stats, la seule chose qui va changer, ça va être le nombre de points de vie. Vous voyez, point de vie 6, alors que là, on va avoir point de vie 7. Donc du coup, ça vous rajoute un point de vie en plus. Et puis, au niveau de l'arme de tir, ça va être un lance-grenade. Alors, le lance-grenade Ballistus, donc portée 12 pouces, assaut D3, force 4, et là, PA-3. Donc PA-3, ça peut faire des bonnes farces, hein, si vous êtes justement contre du chaotique, du Space Marine, ou tout ce qui a justement une bonne sauvegarde. PA-3, c'est si vous avez une bonne unité de 3, 3D3 tirs, alors ça touche sur du 2+, certes ça va blesser que sur du 4 en général. Par contre, quand ça touche, la blessure, elle va quasiment être assurée, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Là aussi, bien sûr, on peut mettre une hache, une lance, puis la Miséricordia aussi, tout simplement. Alors, ça, toujours la même chose, on passe d'une lueur dorée. Donc, d'une lueur dorée, au déploiement, vous pouvez placer cette figurine dans un téléportarium modèle God Strike. Ah oui, c'est pas un téléportarium classique, c'est un God Strike. Et là, vous dites, wow, est-ce que ça va être super fort? À la fin d'une nouvelle phase de mouvement, cette figurine peut se téléporter au combat, placer-la n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces au-dessus de figurine ennemie. Et là, on se dit, God Strike, je m'attendais à du 8 pouces peut-être, ou du 7 pouces, ou même du 6 pouces, ou même sans limite. Mais non, le God Strike, c'est exactement la même chose qu'un téléportarium classique. Bon. Là, et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi ils ne sont pas gardés finalement la petite parenthèse avec marqué frappe en profondeur, hein. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'à chaque fois on retrouve des noms toujours plus rocambolesques les uns que les autres. Et puis à chaque fois on détaille, mais au final c'est toujours la même capacité. Ensuite, quatrième QG, le Shield Captain sur Motojet Down Eagle. Donc ça, les Motojet, hein, vous les avez vus, c'est vraiment des superbes figurines. Moi j'attends vraiment de pouvoir les toucher, les monter, les voir. Je pense que c'est... Enfin, rien que pour la beauté de la figurine, je pense que ça mérite d'être joué. Mouvement 14 pouces, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, parce que souvent la mobilité, c'est ce qui va permettre justement à vos persos de faire un petit peu le café, hein, d'envoyer là, justement un petit peu, d'essayer de passer justement là où il faut, de porter le combat là où il faut. Corps à corps de plus, on a vu. L'endurance de 6, bien sûr, sur une moto. Point de vie 7, 5 attaques, et bien sûr la 2+. Alors, la moto, elle va avoir le choix entre soit un Bolter Hurricane, donc portée 24, tir rapide 6, force 4, PA 0, dommage 1. Donc ça, c'est assez classique, hein, ce qu'on peut retrouver sur... partout, hein, Bolter Hurricane, ça on connaît. Bon, pourquoi pas. Et vous avez à la place le lanceur à salve, donc avec 2 profils d'armes. Donc vous choisissez à 24 pouces, soit lourde 1. Donc lourde 1, attention, hein, on va avoir un petit malus pour toucher. Donc ça restera du 3+, c'est pas mal, mais il faut quand même y penser si on bouge. Donc force 8, PA-4 et dommage D6. Donc là vous dites, ok, ça c'est l'arme anti-tank. Voilà, missile à fusion en plus, donc vous pouvez relancer les jets de blessure ratée si la cible est un véhicule.
Donc ce qui est pas mal, ça vous assure de pouvoir justement taquiner les véhicules qui sont un petit peu loin, parce que bon, avec votre mouvement de 14 plus la portée de 24, le bonus, il n'y a pas besoin d'être à demi-portée, même si c'est de la fusion, on oublie ce bonus-là. Là, vous relancez directement quoi qu'il arrive. Donc ça vous assure, avec si vous avez de la chance sur le D6, ça peut faire mal. Et puis l'autre possibilité, c'est les missiles Flag Burst, donc portée 24, lourde D3, force 7, PA-1, dommage D3. Vous ajoutez 1 au jet de touche si c'est sur une cible qui a le mot-clé vol, et on soustrait 1 pour toutes les autres cibles. Alors, le problème, c'est que c'est une arme lourde, donc si vous tirez sur une autre cible au sol, ça vous fait le lourde, plus moins encore une fois le -1, ça fait que si vous avez bougé, bon, malgré votre 2+, vous touchez quand même sur du 4+, parce qu'après on peut se dire, je me suis dit à un moment donné, si on tire sur de l'infanterie, c'est peut-être quand même plus intéressant d'essayer d'avoir des 3 tirs, potentiellement en faire plus, si on n'a pas besoin forcément d'aller chercher les dégâts importants, mais après, avec le fait qu'on ait les -2 pour toucher, que la PA soit vraiment plus faible, bon, au final c'est un choix qui peut être tenté, hein. J'imaginais ça sur des coups de poker, mais bon, je pense qu'on va préférer quand même souvent, sauf si vraiment on veut cibler une unité qui vole, on va préférer le missile à fusion. Alors voilà, après c'est à vous de voir. Bon, je pense quand même que un lanceur de salve, hein, c'est pas indispensable, je sais pas encore, faudrait tester, mais je pense que, étant donné, si on veut jouer vraiment pur Custodes, on va manquer vraiment d'antitanks, donc tous les antitanks sont bons à prendre. Donc un petit force 8, relance léger pour blesser, dommage D6, on le prend. Alors ensuite, lance d'intercepteur, donc ça c'est ce que vont avoir tous les personnages, hein, sur Motojet. Donc mêlée évidemment, force +1, force 6, c'est pas mal, PA-3 c'est très bien, dommage D3. Et on peut relancer les jets de blessure pour cette arme à un tour lors duquel son porteur a réussi une charge. Voilà. Donc bon, ben voilà, une arme plutôt pas mal, qui privilégie bien évidemment le fait d'avoir chargé. L'idée c'est quand même de nettoyer, hein. Après, D3 dommages, c'est quand même pas mal si vous êtes sur des persos. Après, de là à aller l'engluer dans des unités, en fait, ça va être ça souvent le problème. Ça va être essayer de faire en sorte que ces personnages soient pas englués dans des unités de 20 boys ou des choses comme ça. Et ça, faut essayer vraiment de les écrémer le plus possible. Et justement, bah, vous avez en fait toutes les lances comme ça avec le tir rapide. Ça va permettre justement d'élaguer un petit peu pour essayer vraiment que vos personnages aillent là où il faut vraiment le plus de taf, hein. Donc, combattant galvanisant, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités Adeptus Custodes, très bien, ça on connaît. Et puis après, plein gaz, donc lorsque vous faites une avance, vous ajoutez 6 directement à la capacité de mouvement, pas besoin de jeter un dé, voilà. On continue avec le seul et l'unique choix de troupe, donc les Custodian Guard. Les stats de base, donc mouvement 6, c'est 2+, c'était 2+, force 5, endurance 5, point de vue 3, voilà. Donc point de vue 3, c'est ça qui est aussi intéressant, parce que ça veut dire que les gars vont résister quand même pas mal. Attaque 3, commandement 8, et bien sûr la sauvegarde à 2+. Alors, commandement de 8, pourquoi pas 9, hein, au final. J'aurais aimé qu'on aille vraiment dans le fluff et qu'on ait un commandement de 9. Après, ça va être des petites unités. Vous voyez, cette unité contient 3 Custodian Guard, et elle peut inclure jusqu'à 7 Custodian Guard supplémentaires. Ce qui veut dire que, bon, quand vous avez des toutes petites unités comme ça, c'est rare que... Enfin, vous voyez, si vous avez une unité de 3, si vous en perdez 2, 6 plus 2, ça fait 8. Bon, pas besoin d'aller chercher un commandement de 9. Donc, c'est pas forcément très important. Donc, à voir. Est-ce qu'on va faire plutôt des petites unités? Après, ça peut être sympa, parce que quand vous achetez une boîte de Custodes, ils sont par 5. Donc, dès que vous avez 3 boîtes, ça vous fait tout de suite 5 unités. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Les armes, on va pas les redétailler, hein, vous voyez, toujours pareil. Lance de gardien, lame de sentinelle, la même chose, la miséricordia. Voilà, on peut choisir bien évidemment d'avoir soit la lance de gardien, donc l'arme que vous avez ici, hein, la lance tout simplement, ou alors évidemment la lame de sentinelle et le bouclier storm. Ça, c'est assez classique. Pas d'autre règle spéciale, donc voilà, du classique. Alors, les Warden, des figurines qui là aussi sont assez jolies. Ça, je le détaillerai peut-être un petit peu plus dans le côté fluff. Je vous montrerai à la fin du fluff les figurines plus en détail, ou à la fin de celle-ci, ça dépend du temps que je passerai sur cette vidéo. Alors, les Warden, c'est de l'élite tout de suite. La petite différence, ça va être au niveau du nombre d'attaques. Attaque 4, commandement 9, vous voyez, alors que là on était sur 3 attaques. Autre petit bonus, parce que bon, après, là, c'est toujours la même chose, hein. Autre petit bonus, vous allez pouvoir avoir la hache, alors que les Custodian Guard, eux, n'ont pas accès à la hache.
Donc la hache, comme je vous dis, moi je trouve ça un petit peu plus sympa, bien évidemment. Pourquoi? Bien évidemment, c'est en mêlée, hein, le force plus 3, ça fait force 8. Vous imaginez, tous ces gars-là, vous les envoyez, ils ont tous force 8, 4 attaques. Il y a des possibilités de gagner des petites attaques bonus. Enfin, ça peut commencer à taper, ça touche sur du 2+, ouais, ça va ventiler quand même. Hein. PA-2, dommage D3. Donc, une unité sympa. Après, c'est vrai qu'en points, ça va être cher. Alors, ça fait 10 points de puissance. Bon, je vais rester sur les points de puissance. Si je commence à détailler les points classiques, je vous montrerai quand même, bien sûr, à la fin. Hein. Bon, voilà. Évidemment, on est dans de l'armée d'élite. Hein. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à ce qu'étaient les chevaliers gris à la base. C'est-à-dire quand c'était sorti vraiment la première fois, vraiment l'armée d'élite, hein, l'élite de l'élite. Là, on est vraiment sur ça. Hein, l'armée de l'élite de l'élite de l'élite. Hein. Les gars, ils sont vraiment très peu nombreux. Des très bonnes capacités, des très bonnes armes. Voilà. Par contre, après, encore une fois, contre les véhicules, ça peut être un petit peu tendu. Quoique, si vous réussissez une charge, hein, avec toutes les attaques force 8, on peut s'occuper des véhicules. Bon, après, l'inconvénient, il va être là. Voilà. Il faut réussir à aller au corps à corps avec vos persos. Ensuite, ils ont le petit serment d'obligation. Donc ça, c'est jeter un D6 chaque fois qu'une figurine de cette unité perd un point de vie. Sur un 6, le dégât est ignoré et ce point de vie n'est pas perdu. Voilà, ça vous donne encore une petite capacité défensive en plus. C'est toujours bon à prendre. Hein. Bon, certes, vous avez la 2+, vous avez la 4+, si vous jouez en mode réglementaire, invulnérable. Et puis là, toujours la petite capacité, une sorte de petite insensible, un petit peu moins bonne qu'à l'époque. Encore une fois, à voir en termes de points sur la rentabilité, mais en tout cas, en termes de jeu, je pense que bien évidemment, ça va être intéressant si vous voulez une armée un petit peu polyvalente, d'équiper... Enfin, encore une fois, la hache. Moi, je vous conseille vraiment la hache, et j'ai même envie de dire peut-être quel est l'intérêt de les jouer si on leur met pas la hache. Autant leur préférer peut-être les Custoden Guard, qui certes ont une attaque en moins, mais vont coûter quand même moins cher. À voir, à calculer. Ensuite, les Vexillus Praetor. Donc ça, c'est bien sûr on va dire le porte-bannière. Donc là, faites attention parce que il est armé d'un lance-grenade Ballistus. Donc parce que là, on l'a en armure Terminator à la russe. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir son lance-grenade. Il peut avoir Misericordia, et puis après, c'est tout. Il ne va pas avoir de hache ou de lance ou de lame. Alors, vous avez 3 possibilités. Vous devez le choisir, bien sûr, au début de la partie. Donc, première possibilité, les figurines Adeptus Custodes, autres que les véhicules, ajoutent 1 à leur caractéristique d'attaque, tant que l'unité est à 6 pouces au moins d'un Vexillus Praetor. Voilà, donc ça, c'est ce qui permet justement d'avoir les 5 attaques, les fameuses 5 attaques. L'autre possibilité qui peut être très fort, donc là, c'est vraiment si vous jouez en armée combinée, et on reverra après que dans les stratagèmes, il y a encore moyen de booster ça. Vexilla Défensor, les unités d'infanterie Imperium. Donc là, attention, hein, c'est pas uniquement les Custodes, c'est infanterie Imperium. Donc là, c'est vraiment très large hein, en termes de spectre de figurines. Ont une sauvegarde invulnérable de 5+, contre les armes de tir, tant qu'elles sont entièrement à 9 pouces ou moins d'un Vexillus ami. Donc 9 pouces, ça vous fait un radius, ça vous fait 18 minimum, plus la taille du socle. Ça commence à vous faire une bonne petite zone, hein, une bonne petite zone avec tout le monde bien tassé. On imagine ça bien sûr avec la garde impériale, ou même une unité de Space Marine, hein, une 5+, invulnérable au tir, c'est pas dégueulasse. Et troisième possibilité, la Magnifica. Donc l'adversaire doit soustraire 1 au jet de touche en phase de tir pour les attaques qui ciblent les unités à 6 pouces au moins d'Avexillus Praetor. Alors, là où fait la distinction, c'est que l'unité doit être à 6 pouces, alors que là, c'est les unités qui sont entièrement à 9 pouces. Là, il suffit qu'il y ait une figurine, ça passe. Là, il faut que ce soit tout le monde à 9 pouces. Donc, bon, ça réduit un petit peu la capacité, parce que sinon, vous imaginez, enfin, vous avez votre zone, imaginons, c'est le codex, plus vous mettez 2-3 figurines là, puis après des lignes. Là, vous avez tout votre champ de bataille qui est en mode 5+ invulnérable. Heureusement, il y a des limitations. Mais je pense quand même que ça peut être vraiment intéressant. Quand vous jouez une armée combinée, ça va vraiment être sympa. Alors, par contre, évidemment, lui, il va pas faire grand-chose au corps à corps, faut pas l'envoyer au corps à corps. Hein. Il a quand même la Miséricordia, parce qu'il va quand même rajouter une attaque, ça va faire quand même 5 attaques, force 5, PA-2, c'est pas dégueulasse, hein, c'est clair, hein, mais bon, on va préférer bien sûr qu'il reste un petit peu en retrait. Donc ça, c'était la version donc, en armure Terminator, et après, vous avez la Vexillus Praetor en modèle classique. Et là, ce que je trouve étonnant, tout de suite, c'est que là, il est armé d'une lance de gardien, d'une hache de Castellan, ou d'un bouclier Storm. Et je trouve ça assez étonnant que quand ils sont dans ce modèle-là en armure, on va dire les armures Terminator, ils aient pas d'armes.
Enfin, pas de lance, pas de hache. Alors que quand ils sont en armure un peu plus classique, là, ils peuvent. Donc j'avoue, je vois pas trop la logique. Je comprends pas. Faudrait voir un petit peu la figurine. Donc là, voilà. Bon, pourquoi pas, mais bof quand même. Parce que c'est vrai que là, je me demande aussi comment ça va être monté. Parce que étant donné que c'est la version classique, bon, voilà, on verra ça après en termes de. Mais bon, c'est vrai que ça me questionne. Voilà, là, c'est le petit point que je trouve un petit peu étonnant. Alors, je ne détaille pas le reste. Pourquoi? Parce que c'est exactement les mêmes capacités et ça, c'est bien normal. Ensuite, on passe au Alarius Custodian, donc c'est-à-dire les armures, on va dire Terminator. On va trouver 4 points de vie par rapport au stade de base. Hein, vous savez, vous avez que 3 points de vie. Attaque 4, sauvegarde de plus, assez classique. Ils n'ont pas d'armure, enfin leur armure Terminator leur apporte pas de bonus en fait, si ce n'est justement ce point de vie. Il n'y a pas de, parce que étant donné qu'ils ont déjà tous en fait une sauvegarde invulnérable à 5+, bon bah voilà, pas de bonus supplémentaire. Après, ce qu'ils ont, bien sûr, c'est le lance-grenade Ballistus. Toujours pareil, un saut D3, force 4, PA-3. Ça, c'est vraiment sympa. Et c'est ce qui va leur permettre, à mon avis, de s'occuper un petit peu de l'infanterie. Ils ont, bien sûr, d'une lueur dorée, donc le magnifique Téléportarium Godstrike, hein, pour arriver à 9 pouces de l'ennemi. Et leur petite règle spéciale, c'est tueur de tyrans. Donc, lorsque les figurines de cette unité engagent et consolident, elles peuvent se déplacer de jusqu'à 3 pouces vers le personnage ennemi le plus proche, même s'il ne s'agit pas de la figurine ennemie la plus proche, tant qu'il termine ce mouvement à 1 pouce au moins d'une unité ennemie. Bon, voilà. Après, je sais pas si en termes de jeu, ça va être souvent utile. Je pense pas que ça va être le bonus du siècle, mais bon, c'est toujours sympa de pouvoir. Je sais pas si leur rôle à eux, c'est vraiment d'aller taper le personnage ennemi. Je pense que avec le nombre d'attaques qu'ils ont, je pense que, enfin, c'est assez difficile de conceptualiser justement en V8 cette notion d'élite en fait, c'est-à-dire vous avez très peu de figurines, donc qu'est-ce que vous priorisez? Est-ce que vous priorisez de taper dans la masse pour égrener un maximum, provoquer les tests de commandement et justement vous débarrasser des grosses unités, ou alors est-ce que vous allez cibler les persos qui vont avoir les quelques armes qui peut-être justement vont avoir de la PA, qui vont vous causer des problèmes? Bon, bien sûr, ça c'est un choix qu'il faudra faire à chaque fois en fonction de l'armée avec laquelle vous jouez. Alors après, vous avez bien évidemment le vénérable Contemptor Dreadnought. Alors, là, on va retrouver un mouvement 9 dans la première base, hein, évidemment. Donc 2+, après 6, 3+, 4, 4+. Bon. Force étendue en 7 points de vie 10. Attaque 4, commandant vide, sauvegarde 2+, évidemment. Donc, le truc, c'est qu'il n'a pas la règle spéciale qui l'immunise justement au Smith. Par contre, il a le blindage atomantique, et pas automantique. Cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 5+. Donc on a la 5+, par contre, on n'a pas la 6+, contre les blessures mortelles en phase de psychique. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le combi-bolter, évidemment, le canon d'assaut modèle Keres, portée 24, lourd de 6, force 7, PA-1, ou le multifuseur, donc 24 pouces, lourd de 1, force 8, PA-4, dommage D6. Et là, on a, bien sûr, c'est une arme C'est dommage d'ailleurs que le multifuseur, il n'ait pas aussi la règle des motojets. Donc là, c'est la cible est à mi-portée au moins de cette arme, jetez 2 dés lorsque vous affichez des dégâts et défaussez le résultat le plus bas. Je pense que ça aurait pu être sympa de personnaliser un petit peu le profil du multifuseur. Pourquoi pas. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait par Games, tant pis. Arme de mêlée de Dreadnought, force x2, PA-3, dommage 3. Voilà, vous avez, au moins vous êtes sûr de faire vos 3 dommages. Donc quand c'est très vulnérable, jetez un D6 chaque fois que cette figurine perd un point de vie. Sur 6, le dégât est ignoré et ce point de vie n'est pas perdu. Donc toujours une bonne capacité, enfin une petite capacité en plus pour résister. Après c'est du classique, il n'y a rien de bien nouveau. Par contre là, on arrive sur les Vertus Praetor. Donc ça c'est bien sûr ces motojets. Donc déjà en termes de figurines, je pense que vous avez envie de les jouer, elles sont très réussies. Encore une fois, j'attends vraiment de les voir avec impatience. Alors les stats, bon on les a déjà vus plus ou moins tout à l'heure avec le capitaine justement sur motojet. Donc là on va retrouver force 5 endurance 6, point de vie 4, attaque 4. Voilà, évidemment sauvegarde 2+. Alors les armes, le bolter unique, on en a déjà parlé, le lanceur de salve, on en a déjà parlé, la lance d'intercepteur, on en a déjà parlé. Donc au final, j'ai rien à vous dire de plus, si ce n'est que voilà, vous pouvez les jouer par 3. Elle peut inclure jusqu'à 7 figurines en plus. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir le coup en point, bien évidemment, ça on l'a déjà détaillé au niveau des stats. Donc on va passer, même si on aurait bien envie de rester encore un petit peu dessus.
Vénérable Land Raider. Donc comme c'est un vénérable, vous avez la CTA 2+. Après, bon, l'attaque classique, hein, 6d6 et 1, ça c'est classique. Après, tout le reste, ça va être la même chose. Ça va être du très classique, les bolters lourds on connaît, le canon laser on connaît. Donc moi, ça me rappelle encore une fois à l'époque où je jouais les chevaleries, j'avais absolument besoin de ce Land Raider. Pourquoi? À cause des canons laser, en fait, parce que c'était une des seules plateformes qu'on avait avec une arme vraiment dédiée à la chasse des blindés. Et là, on a ça, hein, 4 tirs, force 9, PA-3, dommage D6, enfin le café. Ensuite, bien sûr, il a l'esprit de la machine. Cette figurine ne subit pas de malus au jet de touche lorsqu'elle se déplace et tire avec ses armes lourdes, heureusement. Et en 7 invulnérable, la même règle que le Dread, on jette un des 6. À chaque fois que cette figurine perd un point de vie, sur le 6, le dégât est ignoré et le point de vie n'est pas perdu. A noter que c'est, encore une fois, hein, je rappelle, c'est un des 6 par point de vie perdu. Hein. Donc c'est-à-dire que si on vous cause 5 blessures, du coup vous jetez 5 fois le dé et à chaque fois que vous faites 6, c'est ignoré. Alors explosion, fumigène, ça c'est du très très classique. Alors qu'est-ce qui peut transporter? Évidemment infanterie, adeptus, custodes, donc on va dire toute l'armée, sauf les motojets, voilà. Et on arrive à la fin, donc c'est-à-dire plus de choix de troupes différentes, enfin plus de choix de figurines différentes. Vous voyez, hein, c'est assez rapide. Hein. Là c'est pareil, je vais pas détailler, il n'y a rien de neuf où j'ai déjà tout détaillé avant. Alors avant de continuer sur les stratagèmes et les reliques, donc une belle petite présentation, une belle petite mise en situation, et une petite question, si vous savez d'où vient cette pièce, j'avoue que je sais pas, donc si vous avez une idée, dites-moi en commentaire d'où vient cette petite partie assez sympa. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a les petits bonus, justement, si vous terminez le réglementaire, donc la sauvegarde invulnérable, cette unité est améliorée de 1, donc jusqu'à un maximum de 3+, hein. Bien sûr, ne rêvez pas avec vos boucliers Storm à 2+, non, ça n'arrivera pas. Et puis, garde assermentée, ça veut dire que toutes les unités qui, justement, ont accès, hein, qui sont de l'infanterie et les motards, ont la règle de contrôle des objectifs, et pas uniquement les choix de troupes. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire qu'avec cette armée-là, on va avoir tendance, justement, à jouer sur les objectifs un petit peu plus peut-être que d'autres armées, évidemment, qui sont basées sur l'annihilation. Et là aussi, je trouve que c'est assez sympa d'aiguiller dans ce sens-là, et de dire, vous avez une armée d'élite, votre but, ça va pas être forcément d'écraser l'adversaire, mais ça va être de, quoi qu'il arrive, surmonter l'adversité et avoir les objectifs. Et c'est la façon dont on peut gagner, peu importe les dommages, ce qui compte, c'est d'avoir en fait ces objectifs. Et je trouve ça sympa dans l'esprit de justement focaliser un petit peu là-dessus. Alors les stratagèmes, je vais détailler un petit peu, alors je vais pas tous les détailler, il y a des choses qu'on retrouve, hein, ça c'est toujours pareil, hein, on peut les téléporter des unités. Alors inflexible, vos tirs d'alerte pour unité touchent sur du 5+, au lieu de 6, donc ça je pense que c'est pas à négliger, hein, parce que quand vous avez une unité qui a beaucoup de tirs, justement avec les tirs rapides des lances, enfin moi je vois vraiment ça, hein, c'est toujours ce que j'ai en tête hein, avec les custodes, c'est d'essayer de vraiment élaguer le plus possible les unités avant d'arriver au corps à corps pour pas se faire submerger et pas avoir du mal justement avec les armées populeuses. Donc voilà, ensuite libérer les lions, ça c'est un stratagème que j'aime beaucoup aussi, donc utilisez ce stratagème au début de votre phase de mouvement, choisissez une unité d'Alarius Custodian, donc c'est les Terminators, de votre armée sur le champ de bataille, cette unité se scinde immédiatement en unités distinctes d'une figurine chacune. Donc ça coûte 2 points de commandement et ça peut vous permettre justement à un moment donné vous téléporter et après ça part en fleurs. Y en a un qui va prendre un objectif, un autre qui va chercher le capitaine ennemi ou je ne sais quoi, un petit sergent qui est caché, un autre qui va engager un véhicule. C'est plutôt pas mal. Alors bien sûr vous le faites au début de votre phase de mouvement, ça veut dire que ça va pas marcher si au tour vous faites votre frappe en profondeur en fait. Hein. Parce que vous le faites à la fin de la phase de mouvement, ils disent que cette unité doit être sur le champ de bataille. Donc du coup, ça ne marchera pas à ce moment-là. Mais bon, vous êtes arrivé, vous avez fait quelque chose peut-être ou pas. Et puis après là, vous partez avec votre phase de mouvement. Il y a peut-être moyen même d'aller chercher 2 objectifs, ça paraît beaucoup. Mais du coup, ça me paraît sympa, justement, pour essayer de perturber un petit peu l'ennemi, parce que l'ennemi justement il peut se dire bah tiens j'envoie un personnage et puis basta, on n'en parle plus. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que même quand votre unité est au corps à corps, ça marche. Et comme c'est différentes unités, si l'adversaire en fait a engagé qu'une seule de vos figurines, bah, automatiquement les autres ils sont dégagés. Parce qu'ils sont plus dans la zone, et puis c'est pas la même unité tout simplement. Donc ça peut créer des bonnes surprises. Alors, grenade d'entrave, bon, c'est vrai que j'en détaille pas mal, parce qu'il y en a
qui me paraissent quand même pas mal, ça me paraît assez réfléchi, et donc c'est pour ça que je passe peut-être un petit peu plus de temps dessus. Alors, utilisez ce stratagème au début de la phase de mouvement ou de charge adverse, d'accord? Choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins d'une unité d'infanterie les plus custodes, jetez un D6, et l'adversaire doit réduire du résultat la caractéristique de mouvement ou de distance de charge de cette unité jusqu'à la fin de la phase. Donc ça marche pas si elle le mot-clé vol. Par contre, ça veut dire qu'on déclare une charge contre vous, vous dites hop hop hop, pour un point de commandement, je jette un D6, vous faites je sais pas 4, ça veut dire qu'il y a moins 4 à la charge de l'adversaire, ce qui est une très bonne capacité défensive si vous avez justement pas envie que je ne sais quoi vous charge, et vous derrière contrechargez pour un point de commandement. À mon avis, ça, on va le voir assez souvent utilisé. Je pense que ça me paraît vraiment très très intéressant. Ensuite, balise de téléportation, 3 points de commandement, donc c'est cher. Par contre, la capacité est vraiment intéressante. On utilise ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement. Si vous placez une unité des plus custodes se téléportant à la fin de la phase, vous pouvez le faire entièrement à 6 pouces ou moins d'une Vexilla Praetor Ami qui n'a pas été placée à ce tour, et à plus de 3 pouces des figurines ennemies. Ce qui veut dire que du coup vous pouvez arriver des réserves et puis quand même charger vraiment facilement, parce que à plus de 3 pouces ça veut dire vous êtes à 4, comme vous êtes à moins d'un pouce, votre charge elle va être plutôt assurée, hein. Donc ça veut dire que chaque Praetor comme ça va être vraiment des sortes de balises de téléportation, hein, tout simplement. Et j'aime bien cette idée que vous placez justement vos balises un petit peu, et qu'il y ait cette potentialité que ça fasse vraiment peur à l'adversaire, qui dise ah mince, il peut y avoir une unité qui arrive des réserves. Je pense que ça va être une armée qui va être un petit peu difficile à jouer, peut-être, mais qui peut donner de bonnes surprises. Bon après, hein, ça c'est les reliques classiques. Avatar de l'Imperium, donc on utilise ce stratagème au début de la phase de morale. On choisit une unité Adeptus Custodes de votre armée, ou de véhicule. Vous pouvez utiliser la caractéristique de commandement de cette unité lorsque vous effectuez un test de morale pour les unités Imperium amis à 6 pouces ou moins de cette unité. Ce qui veut dire que ça c'est vraiment encore une fois dans cette armée combinée. Là on imagine bien la croisade Indomitus où vous avez quelques petites forces de custodes, des ultramarines, de la garde impériale, peut-être des sorts du silence ou que sais-je. Et là vous avez vraiment une capacité qui peut vous aider justement si vous avez un bon personnage, voilà. Bon, ça mange pas de pain, si ça mange quand même un point de commandement. C'est une capacité qu'on a vue autre part aussi, donc endosser le manteau, donc utiliser ce stratagème lorsque votre seigneur de guerre est tué, on choisit un shield captain de notre armée, et il devient le nouveau seigneur de guerre. Et bien sûr, on considère que pour la mission, votre seigneur de guerre n'a pas été tué, hein. Sachant que vous pouvez le faire plusieurs fois, donc pas pendant la même phase, mais vous pouvez le faire plusieurs fois, donc si vous avez 2-3 shield captain, vous n'allez pas donner le point de seigneur de guerre à l'adversaire, hein. Après, il y a pas mal de choses, alors il faut faire un choix toujours, la petite tempête de sentinelle, utilisez stratagème à la fin de la phase de tir adverse, hein. Choisissez une de vos unités Adeptus Custodes à 1 pouce ou moins d'une unité ennemie. L'unité choisie peut tirer avec ses lames de sentinelle comme s'il était à la phase de tir. Donc ce qui veut dire, vous êtes à la phase de tir, vous allez tirer sur l'adversaire alors que c'est sa propre phase avant qu'il vous charge. Sachant que s'il déclare une charge derrière, vous pouvez très bien dire, bah tiens, tir de contre-charge qui peut lui-même être amélioré, ce qui veut dire que vous allez quand même faire une bonne grêle de phase de tir justement avant que l'adversaire vous charge. Là encore, on voit tout le côté un petit peu défensif, hein, qu'on peut avoir avec cette armée, une armée qui va encaisser les charges, endiguer l'ennemi. Ensuite, on a planté le Vexilla, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, pour un point de commandement. On utilise ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement. On choisit un Vexillus Praetor d'autant qui ne s'est pas déplacé, et on peut augmenter de 6 pouces la portée de l'aptitude de sa bannière. Jusqu'à votre prochaine phase de mouvement, et donc du coup bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez cette zone de 9, vous rajoutez 6 de chaque côté, ça vous fait 15, ça vous fait 30 pouces, une zone de 30 pouces à peu près, dans laquelle toutes les figurines de l'Imperium, infanterie, etc., ont une sauvegarde invulnérable à 5+, ou alors tout le monde a une attaque en plus, ça peut être pas mal aussi. Je pense qu'on vous encourage vraiment à jouer des Vexilla, même si moi, j'ai jamais été très fan, hein, des étendards au milieu des champs de bataille, hein, ça n'a jamais été trop ma vision des choses. Mais là, en l'occurrence, pour cette armée, je pense que c'est un outil dont on peut difficilement se passer, hein. Après, dans ce qu'il y a de sympa encore, moi j'aime bien aussi les grenades traumatiques. Donc ça, c'est un point de commandement. Donc on n'y sera jamais à votre phase de tir lorsque vous choisissez une unité d'Alarius Custom de votre armée pour attaquer. Jusqu'à la fin de la phase, c'est lance-grenade Ballistus, donc une PA de 0. Ça vous dit, c'est moins bien. Par contre, les unités d'infanterie touchées par ces attaques sont sonnées jusqu'à la fin du tour. Donc elles ne peuvent pas tirer en état d'alerte,
Bon, à la limite, c'est peut-être moins grave, ça dépend, enfin, sauf si vous chargez des Hellblaster, évidemment. Et votre adversaire doit soustraire 1 à leur jet de touche. Donc ça, voilà, c'est pas mal. Si vous dites que de toute façon, vous n'avez pas forcément... si de toute façon, simplement, vous avez qu'une seule figurine qui va charger avec son... vous pouvez vous dire, je vais pas faire une blessure, je préfère que toute l'unité ne puisse pas tirer une alerte et en plus ait -1 pour me toucher. Voilà. Donc voilà. Ensuite, encore une fois, en fonction des points de commandement dont vous avez, vainqueur de la partie de chasse, moi ça me paraît plutôt pas mal. On utilise ce stratagème au déploiement lorsqu'on place un personnage, votre armée, et on peut relancer un jet de touche, de blessure ou de sauvegarde pour cette figurine à chaque tour. Donc bien évidemment, ça va être à mon avis sur le Seigneur de Guerre ou un bon perso, Trajan Valoris par exemple, hein, ça serait à mon avis une bonne idée. Et après donc pour terminer, 3 points de commandement c'est assez cher, par contre là aussi, utiliser stratagème à la fin de la phase de charge adverse, donc là encore une fois on va jouer pendant le tour de l'adversaire, donc ça me plaît pas mal, parce que au final ça vous rajoute des phases, hein, tout simplement. On peut imaginer que pendant la phase adverse, du coup vous chargez, après pendant votre propre phase vous allez charger, ce qui fait qu'au final vous avez chargé 2 unités en un seul tour, hein. C'est plutôt pas mal. Bon, 3 points de commandement après c'est un petit peu cher quand même, donc c'est pour les motards, voilà, vous pouvez déclarer une charge, hein, tout simplement, et combattre comme si vous aviez chargé. Alors, les reliques de Terra, donc vous avez une lance améliorée, donc avec cette capacité-là, donc les attaques en état d'alerte touchent sur du 3+, au lieu du 6, et le petit bonus aussi, tir rapide 3, alors que sinon c'est tir rapide 1. Donc voilà, pourquoi pas. Alors l'étoffe du chagrin, ça c'est connu, c'est à chaque fois qu'une unité infanterie ou motard décède à 6 pouces au moins du porteur, sur un 4+, dans un ultime sursaut, la figurine peut faire soit une attaque au corps à corps, soit tirer avec ses armes de tir. Bon, ça on a l'habitude. Œil d'aigle, on peut améliorer de 1 la sauvegarde vulnérable d'une figurine. À mon avis, ça va être si on joue peut-être le capitaine sur moto, justement, enfin le capitaine, je sais pas comment il s'appelle, le boss sur motojet. Là, on peut lui donner justement cette 3+1 vulnérable sans qu'il ait besoin de son bouclier Storm. À moins, bien sûr, qu'on soit beaucoup plus malin et qu'on utilise l'Aquilador, donc c'est une figurine de motard uniquement. Cette figurine a une sauvegarde vulnérable de 3+, bah tiens. De plus, vous pouvez relancer les jets de charge ratés pour cette figurine. Donc, bien sûr, on va préférer ça. Hein. Alors après, une petite entourloupe, donc la plate prétorienne. Donc, figurine Terminator uniquement. Lorsque vous placez le porteur, choisissez un personnage Imperium ami. Donc, ça peut être, je sais pas, un robot de Gilliman, par exemple, ou n'importe qui d'autre. Et à la fin de la phase de charge de votre adversaire, s'il y a une figurine ennemie à 1 pouce ou moins de ce personnage, vous pouvez retirer le porteur du champ de bataille, s'il s'y trouve. Et même s'il n'y était pas, donc c'est-à-dire s'il est encore en réserve, le placer à 3 pouces ou moins de ce personnage et à 1 pouce ou moins d'une figurine ennemie. Le porteur n'est pas considéré comme ayant chargé. Donc ça peut être une bonne surprise justement pour faire arriver un de vos persos Terminator des réserves plus facilement, directement au contact et de façon beaucoup plus efficace. Alors bien évidemment, il faudra que d'abord qu'il y ait des conditions requises, mais voilà, c'est un petit peu ça aussi le sel du jeu, essayer de provoquer les situations qui font que ça se passe comme vous pensez. Après, un petit truc un petit peu sympa si vous voulez vraiment axer sur les points d'objectif, hein, votre adversaire doit soustraire 1 à la caractéristique d'attaque des personnages ennemis, tant qu'ils sont à 6 pouces ou moins du porteur. De plus, dans les missions qui utilisent les points de victoire, si le porteur tue le seigneur de guerre ennemi en phase de combat, vous marquez des 3 points de victoire supplémentaires. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans la thématique où on va chercher les points de victoire, on va aller chercher une mission d'assassinat, où on va s'occuper justement du perso ennemi avec son propre perso, tueur de perso. Enfin voilà, c'est beaucoup de persos, mais vous avez compris l'idée. Après, on a aussi la capacité de remplacer une Vexilla Magnifica, donc par la foi absolue. Donc à la place, les unités Imperium amis d'infanterie et de motard à 6 pouces ou moins du porteur en phase de morale réussissent automatiquement les tests de morale. Vous vous rappelez qu'on peut aussi la planter dans le sol et étendre l'aura de 6 pouces, ça peut vous faire du sans peur, hein, sur une bonne partie de votre armée, donc ça peut être pas mal. Et le porteur peut tenter d'abjurer un pouvoir psychique à chaque phase psychique ennemie, comme s'il était lui-même psycheur. Donc c'est un petit bonus aussi pour se défendre contre les psycheurs. Alors, les traits de seigneur de guerre, pour terminer là-dessus, on va tous les détailler. Donc, champion de l'Imperium, les unités Adeptus Custodes amis à 12 pouces de vos seigneurs de guerre, au début de la phase de charge adverse, peuvent effectuer des interventions héroïques comme les personnages. Donc ça, c'est vraiment encore en mode défensif, hein, parce que ça veut dire que c'est vous qui vous faites charger. Ensuite, à chaque jet de touche de 6, donc ça c'est guerrier hors pair, de 6+ pour votre seigneur de guerre en phase de combat, il peut aussitôt effectuer une attaque bonus contre la même unité en utilisant les mêmes armes. Cette nouvelle attaque n'en génère pas plus, donc voilà. Création supérieure, donc ça c'est pas mal. Chaque fois que votre seigneur de guerre perd un point de vie, jetez un des 6 sur 5+, il ne perd pas ce point de vie.
Donc sachant que ça peut se cumuler avec d'autres capacités. Hein. Donc voilà. Ensuite, esprit inattaquable. Votre seigneur de guerre peut tenter d'abjurer le sorcier une fois à chaque phase psychique, comme s'il était psycheur. Lorsqu'il le fait, ajoutez 1 au résultat du test d'abjuration. Alors autant s'il n'y avait pas la phrase s'il n'y a pas le petit bonus, j'aurais trouvé ça un peu moyen, mais avec le petit bonus de 1, je pense que ça peut être sympa quand même, hein. Ça peut être pas mal, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de défense contre le psychique. Donc voilà. Ensuite, chape radiante, l'adversaire doit soustraire 1 au jet de touche qui cible votre seigneur de guerre. Donc là, encore une fois, il y a moyen de faire vraiment, à mon avis, un perso vraiment balèze, hein, avec enfin, on va avoir de la vulnérable à 3+, on va avoir le fait qu'il soit, enfin, tous ces jets vont avoir -1, il va pouvoir refaire des attaques, enfin, il y a pas mal de choses quand même sur vraiment le côté héroïque, le côté personnage. Et enfin, compagnon de l'empereur, vous pouvez relancer le dé pour les dégâts infligés par les attaques de votre seigneur de guerre. Voilà. Donc n'importe quoi. Trajan Valoris, un champion de l'Imperium. Donc cette capacité-là, qui à mon avis n'est pas forcément la meilleure, pas celle que j'aurais préféré avoir. Alors, les valeurs en points, vous voyez, ça va aller vite, je vais les détailler un petit peu. Donc les custodianes, vous pouvez lire en fait, hein, tout simplement. Je vous laisse regarder. Trajan Valoris, 250 points avec son équipement. Donc voilà. Ah oui, ici les Vexilla. Donc l'Imperius, c'est celle qui donne justement le bonus, la sauvegarde invulnérable à 5+, 50 points. La Magnifica, 30 points. Et la Défenseur, 20 points. Voilà, voilà. Et puis les objectifs, hein, j'ai pris l'habitude de ne pas les détailler. Toujours, j'ai regardé un petit peu, savoir si c'était plus axé justement encore une fois objectif que les autres. Bon, pas forcément par rapport à ce qu'on trouve dans les autres codex. Donc voilà, bilan, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'armée d'élite. Je pense que si vous avez envie de jouer avec Warhammer 40 000, que vous avez envie de jouer des super-héros, que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à peindre beaucoup de figurines, que déjà les Space Marines c'est trop de figurines pour vous, vous avez les Custodes. Les Custodes c'est vraiment l'armée d'élite. Après, l'inconvénient c'est qu'au niveau des listes d'armées, je pense qu'on va avoir du mal à se renouveler et qu'on va être sur... Là, on sent vraiment que c'est plus, soit vraiment le sacerdoce, vous partez dans une armée full custodes avec très peu de figurines, pas forcément quelque chose qui se renouvelle, vous n'avez pas la polyvalence, mais au moins vous avez le prestige, ou soit du coup, vous prenez les petites unités par-ci par-là qui font le café, et puis vous les intégrez à une croisade Indomitus, et puis Vascondios, quoi. Eh bien très bien, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera... qui moi va m'intéresser tout autant, si ce n'est plus encore je dirais, c'est surtout le côté fluff qu'on peut avoir dans ce codex, fluff qui est pour la plupart complètement nouveau, parce qu'on est, c'est pas comme du codex Space Marine où bon, la génération des Space Marines vous connaissez, les Résidorus vous connaissez, si c'est du Tyrannide c'est pareil, vous connaissez, il y a beaucoup de choses qui sont redites à chaque fois dans les codex. Là, dans celui-ci, ça va être vraiment de la nouveauté, donc voilà. Je vous donne rendez-vous à bientôt, et puis en attendant, likez, partagez, commentez, et je travaille sur la vidéo fac réponse des 2600 abonnés qui devrait arriver, je pense, la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne lecture, à bientôt. Ça fait beaucoup de à bientôt ça. Hein. Donc à bientôt.